Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il a obtenu 98% des suffrages exprimés lors du second tour de la présidentielle ce 26 octobre et présidera le Kenya pour les 5 prochaines années. Lui, c'est Uhuru Kenyatta, réélu à l'issue d'un second tour boycotté par son principal challenger, Raila Odinga. Mais quelle est aujourd'hui sa légitimité? Le Kenya en a-t-il fini avec la crise post-électorale? 3 invités avec moi pour en parler. Laurence, donc vous êtes écrivaine, enseignante, chercheur, vous êtes auteur du livre Gabon, pourquoi j'accuse, vous appartenez aussi au mouvement Tournons la page. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci M. Togbe. Sadio Morel Kanté, vous êtes journaliste, préfacière. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci à Richard, merci à Laurence. J'ai également le plaisir de recevoir Franklin Niamzi. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, vous êtes analyste politique, écrivain, vous aussi essayiste politique. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont ceux que j'ai ici entre les mains. Démocratie versus populisme, le Burkina Faso en danger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez également écrit pour un anticolonialisme critique et contre l'anticolonialisme dogmatique. En tout cas, on voit bien que vous avez la plume fertile. En tout cas, merci d'avoir accepté de votre invitation. Salutations à vos auditeurs. Une première victoire contestée et annulée par la Cour suprême, une seconde victoire avec un score soviétique, mais déjà contestée par son opposition. Mais qui est Uhuru Kenyatta et comment se porte le Kenya sous sa présidence? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signé Graziella Chakunte. Son nom rime avec celui de son pays, comme si son destin avait été prédit. Le remake du duel présidentiel de 2013 au Kenya a tourné à l'avantage d'Uhuru Kenyatta. Il a en effet été réélu ce 30 octobre 2017 pour un second mandat avec 98,26% des suffrages. Lui que certains ont souvent discrédité. Mais qui est-il et quel bilan peut-on dresser de son action à la tête du Kenya? Décryptage. Lorsqu'il se lance en politique en 2001, Uhuru Kenyatta n'a que 42 ans et est un novice en la matière. C'est pourtant lui que Daniel Arap Moi, qui a dirigé le pays pendant 24 ans, a choisi comme successeur. Alors député, Uhuru Kenyatta est catapulté la même année candidat à l'élection présidentielle, mais s'incline face à l'opposant Mwai Kibaki. Déçu mais déterminé, il prend dans la foulée le contrôle du Kenya African National Union, parti de son père Jomo Kenyatta, avant finalement de s'allier à Kibaki pour le scrutin de 2007, scrutin durant lequel le pays sombre dans un affrontement ethnique généralisé, ce qui vaudra à Uhuru Kenyatta une inculpation pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Mais pas question pour autant de renoncer à ses ambitions. Fort d'une alliance avec l'ethnie Kalenjin, représentée par son vice-président William Ruto, il remporte dès le premier tour l'élection présidentielle de 2013 et devient le plus jeune président de l'histoire du Kenya, mais aussi et surtout le premier chef d'État en exercice poursuivi par la CPI. L'essentiel, c'est qu'il a accepté de comparaître devant la Cour pénale internationale, ce qui n'est pas le cas de pas mal de présidents en exercice, ce qui est à mon avis un geste hautement appréciable. Et le nouveau locataire du State House a du pain sur la planche. Il hérite d'une économie souffreteuse dans un pays au profil atypique avec relativement peu de ressources naturelles. L'homme met alors en place un nouveau mode de gouvernance, plus moderne, plus proche du peuple et fait de la relance économique sa priorité. Les grands chantiers d'infrastructures se multiplient. Il y consacre 22,4% du PIB en 2014. La croissance grimpe et la constitution rédigée en 2012 devient l'une des plus progressistes au monde. Le président Uhuru Kenyatta a pris le Kenya dans des conditions où le pays avait une croissance qui ne se portait pas bien, qui stagnait autour de 5%. Et grâce à sa politique, notamment des grands projets, aujourd'hui le bilan que l'on fait de sa présidence sur le plan économique est un bilan aujourd'hui où le pays s'est redressé. Un bémol cependant, la corruption. Derrière l'image d'un pays libéral, structuré et moderne, ce fléau est omniprésent.
Dans certains cas, prenez en compte le fait que nous perdons plus du tiers du produit national du pays, 600 milliards de shillings, plus en actifs détournés par la corruption, et que c'est un pays encore pauvre qui a des problèmes à fournir le minimum de services à ses citoyens. La corruption devient une question de sécurité nationale. À cela s'ajoute une autre menace, celle du terrorisme, qui a mis à mal l'activité touristique, mais hors de question pour le président Uhuru Kenyatta de perdre la face aux islamistes Shebab. Nous devons élargir notre stratégie parce que la bataille que nous menons n'est pas seulement une guerre du Kenya. Le Kenya partage sa frontière avec un pays qui, pendant longtemps, n'a pas eu de gouvernement formel. Dans ce contexte, le poumon économique de l'Afrique de l'Est commence à montrer des signes d'essoufflement. Entre pénurie alimentaire due à la sécheresse, revendications sociales et manifestations politiques, la dynamique piégeuse se joue et se rejoue au Kenya. Pour l'heure, les populations ne veulent qu'une seule chose, un retour à la normalité après un processus électoral tumultueux. Monsieur, dames, nous reviendrons sur les conditions dans lesquelles le président Uhuru Kenyatta a été réélu il y a quelques jours. Nous profiterons pour faire un décryptage de la stratégie de son principal opposant, Raila Odinga. Mais pour l'instant, parlons d'abord du bilan de l'homme. Laurence, dans le moins qu'on puisse dire, c'est que le Kenya se porte bien sous sa présidence. L'économie se porte bien, si on s'en tient au reportage que l'on vient d'écouter. On parle toujours de croissance. Cette croissance en Afrique qui, malheureusement, n'est pas souvent corrélée avec la baisse de la pauvreté. C'est souvent ça le problème. On parle de croissance économique, mais est-ce que les populations voient cette croissance dans leur assiette? Est-ce qu'ils voient cette croissance tous les jours dans l'amélioration de leurs conditions de vie? C'est ça la question qui se pose. C'est ça la question qui se pose. Alors, très rapidement, quelques chiffres avant de poursuivre cette émission. Le Kenya, c'est 70 milliards de dollars de PIB. C'est la main-d'œuvre la plus qualifiée de l'Afrique de l'Est. C'est aussi une vraie politique énergétique avec notamment la mise en place de l'éolien et de la géothermie. Mais le Kenya aussi, c'est un boom infrastructurel, comme on l'a vu ces dernières années, avec un point culminant, le chemin de fer ultra moderne qui relie désormais Nairobi à Mombasa. Monsieur Franklin Nyamzi, quel regard portez-vous sur le bilan du président Uhuru Kenyatta? Alors, c'est un bilan fortement contrasté. Pensez-vous? Je crois qu'en Afrique, nous avons besoin d'élaborer des modèles d'analyse et d'investigation économique qui sortent un peu de l'espèce de dépendance épistémique qu'il y a avec les critères de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, et donc littéralement de la philosophie économique du capitalisme, ou les critères du socialisme centraliste d'origine chinoise ou soviétique. On a besoin d'élaborer sur le continent aujourd'hui des outils d'investigation qui intègrent des facteurs comme le bien-être des populations, le sentiment de sécurité, la transmission des patrimoines, la possibilité d'accès au crédit, la sécurité dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les tribunaux, l'indice de corruption. Toutes ces choses-là ne rentrent pas tout à fait en compte dans les grands agrégats macroéconomiques de l'analyse venue en réalité des institutions d'endettement bien souvent placées dans le Nord. Donc, je veux dire concrètement, par rapport à ce point précis que vous évoquez, le FMI et la Banque mondiale pensent que quand vous avez moins d'$1 par jour, vous êtes pauvre. Vu du point de vue du FMI et de la Banque mondiale, Uhuru Kenyatta, qui a été formé à Amherst, quand même dans le Massachusetts, remplit parfaitement les critères du technocrate bon teint, conforme au consensus de Washington des années 80. Mais il y a une réalité kenyane. S'il vous plaît. C'est que Uhuru Kenyatta, c'est quand même un très grand héritier. C'est 500 millions de dollars de fortune pour sa famille. Et la réalité d'Uhuru Kenyatta n'est pas celle du Kenyan des campagnes, n'est pas celle du Kenyan des bidonvilles. Il y a un contraste entre la réussite macroéconomique de la gouvernance Kenyatta et la persistance de poches importantes de pauvreté populaire qui ne sont pas prises en compte par les statistiques internationales. Donc je voudrais dire, il faut que la presse, les sociologues économiques africains, les philosophes économiques africains prennent l'habitude d'élaborer des outils méthodologiques d'investigation nous permettant de questionner le succès des technocrates néolibéraux qui ont essaimé à travers l'Afrique de ce 20e, 21e siècle commençant, mais qui
ne réussissent pas à effacer la pauvreté. La pauvreté demeure un phénomène continental massif. Mais votre appel ne vaut pas que pour le Kenya. Hein. Ça vaut il vaut pour l'Afrique. Et je pense qu'il n'a pas vaincu la pauvreté. Il n'a pas vaincu la pauvreté. Dites-vous, soit dit en passant, le Kenya, encore une fois, c'est 43% de taux de pauvreté selon, effectivement, les instruments actuels. Soit près de la moitié de la population. Ah, mais ailleurs, c'est encore plus. Hein, Au Cameroun, c'est encore plus. Dans certains pays, vous, Madame Morel Kanté, votre regard sur la gouvernance de l'homme qui vient d'être réélu donc à la tête du Kenya qui va le présider pendant 5 ans. Alors, pour cet enfant qui est né une cuillère d'or dans la bouche, il y a un décalage entre son fonctionnement et les aspirations du peuple nous savons que la balance commerciale de son pays a longtemps été en inadéquation parce que les importations et les exportations ont créé souvent des inflations non contenues. Oui. Mais ceci dit, est-ce que avoir et salaire sont les mêmes en Afrique? Non. Pardon? On ne peut pas calculer le taux de pauvreté des Africains par rapport à leur salaire, parce que l'avoir aussi a une valeur en Afrique. L'avoir et le salaire étant différents. Le patrimoine, vous voulez dire? Voilà, le patrimoine d'un individu africain est composé souvent de son champ, qui n'est pas pris en compte. C'est vrai que mon grand-père n'a pas besoin de dépenser $1 par jour. Et des membres de sa famille et de son voisinage. Plus on a du monde, moins on est pauvre, comme on dit. Parce que le système de troc, il faut le dire, existe encore et qui n'est pas toutefois tenu en compte. Bon, ailleurs, Uhuru Kenyatta est ce produit typiquement occidental, hein, parce que quand on voit ses soutiens, surtout par rapport aux élections de 2007, il a été soutenu par Renzi, l'Italien, et Obama, l'Américain, alors que tout de suite après qu'il y ait des violences qui ont fait que le... Mais ça n'a rien à voir avec son bilan. On parle maintenant de son, bilan et de son action à la tête du Kenya. Ça veut dire quand on a affaire à quelqu'un qui, dans le bilan, point de vue de droits humains, a été contesté et qui est des soutiens des pays dits des grandes démocraties, il y a quand même... il y a quand même quelque chose à rattraper là. Hein. Laurence, donc, encore une fois, on est en face de la question, et M. Nyamzi l'a dit très clairement, c'est la question de la lutte contre la pauvreté. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous estimez qu'effectivement, la croissance tant louée au Kenya, qui est la plus prospère des économies de la sous-région, n'est pas une croissance inclusive. Donc, le panier de la ménagère ne s'en trouve pas impacté. Là encore, qu'est-ce que vous pensez effectivement qu'il faut faire, justement, pour rendre cette croissance inclusive? Mais ça vaut aussi pour les autres pays du continent. Oui, ça vaut pour les autres pays du continent. Je crois que Franklin l'a si bien dit, il faut qu'on sorte des normes internationales, quantitatives internationales, qui satisfont plus les bailleurs de fonds et ceux qui nous prêtent de l'argent que nos propres populations. Je prends un exemple simple. Quand le FMI est quelque part, lorsque le pays réduit les budgets des services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'alimentation, à l'eau potable, pour rembourser la dette du FMI. Pour le FMI, c'est un super État qui fait du très bon boulot, alors que la population est en train de croupir dans la misère. Je pense qu'il est temps que les dirigeants africains comprennent que lorsqu'ils sont à la tête d'un État, c'est d'abord pour le bien-être de leur population et que c'est bien, il a fait les infrastructures, mais quel est le profit pour les populations derrière, parce qu'il ne faut pas se mentir. Parfois, les infrastructures, quand on les construit, l'argent revient à qui? L'argent revient aux multinationales qui travaillent derrière, qui ont les marchés, qui sont sollicités. Donc, en fait, l'argent repart souvent aux prêteurs. Mais les infrastructures participent aussi du bien-être des populations. Oui. Quand vous produisez dans un village lointain, il vous faut des routes pour pouvoir acheminer vos produits sur le marché qui est situé à 10 km ou à 30 km. C'est vrai. Mais il arrive aussi souvent que ces routes sont construites pas d'abord pour que les populations acheminent leurs denrées qu'elles produisent, mais surtout pour que les multinationales puissent acheminer les minerais qu'ils exploitent, les produits de leur exportation vers les points où ils peuvent les emmener hors du pays. Parce que ça aussi, il faut le dire, on voit souvent des routes, etc. Ce n'est pas souvent pour les populations. Souvent, c'est pour que les richesses du pays puissent être mieux acheminées par les multinationales. Donc, les populations peuvent en bénéficier, mais elles ne sont pas les premières
destinataire de ces investissements, de ces infrastructures. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que le développement soit d'abord tourné vers le bien-être des populations avant toute autre considération. Monsieur Niamzi, une question, mais qui va au-delà du cas kényan, c'est celle justement, je donne un exemple avant de vous poser ma question. En mai de l'année dernière, il y a eu un sommet spécial CEMAC, où effectivement le FMI et la Banque mondiale avaient été invités pour voir comment se porte l'économie de la sous-région et éventuellement envisager la dévaluation du franc CFA. Il y avait évidemment le ministre Sapin de l'économie à l'époque. Et des économistes africains se sont insurgés contre ce sommet. Ce n'est pas normal que quand une région, quand des économies du continent se portent mal, qu'on n'invite pas des économistes africains, que nous avons le savoir et la compétence nécessaire pour réfléchir aux problématiques économiques du continent. Vous pensez effectivement qu'il faut une politique qui valorise davantage les savoirs locaux, les économistes africains, qu'on ne les écoute pas assez? Il y a suffisamment de pesanteurs qui déterminent les politiques africaines. Les pesanteurs les plus visibles et celles qui sont consultables maintenant immédiatement en ligne, ce sont les accords économiques, les accords de partenariat qui lient les États africains aux autres États du monde, et notamment aux anciennes puissances coloniales occidentales. Vous voyez très bien dans ces accords-là les conditions dans lesquelles, en fait, on a des économies qui sont essentiellement extraverties. C'est-à-dire que bien souvent, l'Afrique exporte ce qu'elle ne consomme pas elle-même et bien souvent, l'Afrique ne décide pas du prix de ce qu'elle exporte. Il s'ensuit que la balance commerciale de l'Afrique est décidée par les acheteurs extérieurs et les gouvernements sont obligés, littéralement, par la suite, de compenser par la dette ces déficits permanents de leur balance commerciale. Donc on a un vrai problème. Et on n'a pas besoin d'être économiste sorti de Harvard pour le savoir, c'est que nous avons globalement en Afrique des économies qui ne sont pas diversifiées. C'est ça. Quel est le premier marché que les économies africaines doivent prendre? C'est le marché africain. Or, toutes les économies africaines sont orientées vers les ports pour aller sur les marchés dont elles ne maîtrisent pas les devises. Donc, attention, il y a aujourd'hui un marché économique endogène africain suffisamment important. Le Kenya, le Nigeria par exemple, pour prendre le cas du Cameroun que je connais davantage, est le premier partenaire en termes d'échange économique avec le Cameroun. C'est vrai. Mais il s'ensuit que c'est devant la France. Le vrai poumon du développement de cette Afrique centrale, il est là dans ce marché économique. Et en Afrique de l'Est aujourd'hui, la proximité des économies kenyanes, ougandaises, tanzaniennes, rwandaises, celle du Congo RDC de l'Est devrait inciter, au lieu d'exporter les guerres chez les voisins, pour prendre des matières premières et les vendre moins cher à l'étranger, elle devrait inciter à investir dans le marché économique sous-régional qui est formidable. Et donc, pour revenir au Kenya, je voudrais dire que dans le cas du Kenya, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu. 10% du PIB du Kenya provenait, jusqu'en dernière date, du tourisme. C'est vrai. Voilà encore un exemple de cette extraversion. Mais qui vient contempler les savanes du Kenya? Ce n'est pas d'abord les Kenyans. Depuis que le terrorisme a remis en cause l'indice de sécurité de ce pays, il y a un effondrement de devises qui vient du fait qu'on n'a pas anticipé. On n'a pas anticipé. Vous l'avez dit, bilan contrasté pour le président Uhuru Kenyatta. En tout cas, contrasté ou pas, c'est lui qui a été réélu et c'est lui qui dirigera le Kenya pour les 5 prochaines années. Mais souffre-t-il aujourd'hui d'un problème de légitimité? Le Kenya en a-t-il fini avec la crise post-électorale? Je propose qu'on marque une coup de pause et qu'on en parle dans la deuxième partie de notre émission.